façon pratique de répondre, ça serait d'essayer de se convertir au judaïsme. Parce qu'une religion, normalement, telle qu'elle est bien comprise, c'est une religion qui est ouverte aux conversions, voire même prosélytes, qui essaie de faire... Donc là, effectivement, on peut déjà apporter un élément de réponse. Parce que se convertir au judaïsme, ça n'a jamais été très, recherché par la communauté juive. Bien qu'il y ait eu des périodes d'expansion dans lesquelles il y a eu des conversions forcées, il y a eu des périodes peut-être où il y a eu du prosélytisme, on n'en est pas très sûr, mais historiquement, le judaïsme n'est pas une religion prosélyte. Conversion forcée par exemple sous la dynastie des Asmonéens qui ont reconquis notamment la Galilée par exemple. Jésus, on peut supposer, est le descendant d'un non-juif converti de force à l'époque des rois asmonéens au yavisme, c'est-à-dire, et puis d'ailleurs dans les évangiles on voit que Jésus qui est galiléen doit traverser la Samarie pour se rendre à Jérusalem. Les Samaritains ne reconnaissent pas le temple de Jérusalem, etc. Parce que tout simplement ce sont un peuple qui a été que les Asmonéens n'ont pas réussi à conquérir. Comme l'a remarqué d'ailleurs avant moi Youssef Indy dans son livre, il y a des processus dialectiques. Le judaïsme travaille l'histoire par des processus dialectiques. Et la dualité entre identité ethnique et religion est quelque chose qui a toujours été utilisé par la communauté juive pour naviguer dans l'histoire. Et comme je l'ai dit, par exemple, le judaïsme réformé a misé sur l'identité religieuse à la même époque que, à l'opposé, les sionistes, au contraire, refusaient cette alternative et disaient non, nous ne sommes pas une religion, nous sommes un peuple. Et donc tout au cours du XIXe siècle, puis du XXe siècle, on a une dualité et donc un travail dialectique qui permet aux juifs religieux de miser sur la carte de la tolérance religieuse pour s'inscrire, pour s'assimiler et profiter de certains bienfaits de la civilisation occidentale, qui est tolérante vis-à-vis des religions. Pendant que les sionistes jouent la carte du nationalisme, à la même époque où les peuples cherchent à construire leur souveraineté en s'extrayant des empires ottomans ou russes ou autres. Au bout du compte, on se retrouve au milieu du XXe siècle, après la création d'Israël, en quelques décennies, en 2 décennies tout simplement, entre 1947 et 1967, tous ces juifs réformés qui affirmaient que leur judéité était religieuse et qui déclaraient que leur judéité n'était pas nationale et qui se désolidarisaient officiellement, on a de nombreuses déclarations des rabbins juifs réformés qui disaient non, nous rejetons l'alternative sioniste, nous sommes contre le sioniste. Et les sionistes disaient nous sommes contre le judaïsme réformé. Mais aujourd'hui, on n'a plus de différence, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment une bonne illustration de la manière dont la judéité, puisque c'est fondamentalement une identité nationale très très forte qui prime sur tout, au bout du compte, amène les juifs à être toujours dans un travail productif par la dialectique. Et ce n'est pas forcément, à mon avis, un calcul, c'est-à-dire que les sionistes peuvent être fondamentalement sionistes et contre les juifs religieux, et inversement les juifs religieux sincèrement contre les sionistes, mais comme leur judéité prime sur tous les autres objectifs, il y a un moment où dans l'histoire, ils vont tous se retrouver si ça correspond au mouvement de l'histoire. Vous voyez, ce n'est pas forcément une stratégie totalement consciente. C'est simplement à la fois cette capacité de sentir le sens de l'histoire et de se greffer sur tous les mouvements à partir du moment où ils prennent du pouvoir, mouvement nationaliste. Il y a du nationaliste, soyons nationalistes. Il y a de la tolérance religieuse, soyons religieux, et on verra où ça nous mènera. Et au bout du compte, la judéité étant plus forte que tout, le projet biblique finit par avancer comme ça. Ça, c'est l'essence du jeu dialectique de l'histoire juive tel qu'on peut le comprendre. Bon, mais au bout du compte, la question est-ce le judaïsme est-il une religion ? Fondamentalement non. Fondamentalement non. Il peut l'être à un certain moment historique lorsque ça fait approcher ça rapproche la communauté du but ultime. Mais vous avez de nombreux penseurs juifs qui vous le disent. Dans le judaïsme, par exemple, dit Lucien Wolff, rédacteur en chef du Jewish World en 1884,
dans le judaïsme, la religion et la race sont des termes presque interchangeables. Religion, race, c'est interchangeable. Alors qu'en réalité, ça n'a aucun rapport. Hein, dans le langage courant, dans le dictionnaire, religion et race, ça n'a strictement aucun rapport. Mais si, c'est la même chose du point de vue juif. Tout simplement parce que ce que le juif appelle religion n'est pas de la religion pour nous. Alors race, on disait en 1884, on dirait plus tout à fait la même chose. Naum Goldman, le paradoxe juif. Paradoxe juif, c'est ça, c'est encore aujourd'hui, il n'est guère possible, hein, c'est le titre de son livre, parce qu'il l'exprime ainsi, il n'est guère possible de préciser si être juif consiste d'abord à appartenir à un peuple ou bien à pratiquer une religion ou encore les deux ensemble. Impossible de trancher, hein, c'est à la fois les deux, on ne peut pas savoir. Isaac Calmy Cohen aussi dans un livre que je cite souvent, Nomade, Esprit sur l'âme juive, 1929, ainsi la divinité dans le judaïsme est contenue dans l'exaltation de l'entité représentée par la race. C'est-à-dire au fond, Yahvé n'est que la judéité, alors ça c'est une démarche un peu Feuerbachienne, c'est-à-dire qui peut-être correspond à la vision de Feuerbach, qui dans le livre qu'il appelait, j'ai oublié le titre de son livre, peu importe, mais enfin, il a développé l'idée que l'idée de Dieu, au fond, n'est que la transposition idéale de l'humanité. Alors, il pensait au christianisme, mais si on pense au judaïsme, on peut imaginer qu'au fond, Yahvé, finalement, n'est que une sorte de personnification de la judéité, hein, de la judéité. C'est-à-dire de la race, c'est-à-dire de la race, à l'époque on disait encore la race, comment dirait-on aujourd'hui, ce mot race nous est devenu interdit, donc c'est dommage, parce qu'il est quand même pratique. Race à l'époque ne désigne pas la race au sens racialiste pur, mais simplement la génération, le peuple compris comme le sang, hein, la transmission du sang à travers les ancêtres. Hein, donc quand on dit ta race, c'est tes ancêtres. Donc à l'époque. Voilà, donc pour le psychologue culturel Kevin MacDonald, hein, qui a écrit 3 tomes extrêmement importants, il aborde le judaïsme sous l'angle d'une stratégie évolutionnaire de groupe. C'est-à-dire, il pense que toutes les stratégies développées par les communautés juives, finalement, reviennent à une stratégie de groupe ethnique pour arriver à la domination. C'est un darwinien, donc il pense en termes darwiniens, de lutte pour la survie d'un groupe contre un autre, et au bout d'un moment, la suprématie d'un groupe sur les autres. Alors, le caractère racialiste du judaïsme était très apparent avant les années, enfin jusqu'aux années 40. Évidemment, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un discours qui a subitement disparu, en tout cas de la littérature juive adressée aux goyim. Mais jusqu'aux années 1939, si je vous demande par exemple qui a écrit la phrase suivante: un juif élevé parmi les Allemands pourra adopter les coutumes allemandes, les mots allemands, il pourra être entièrement imprégné de la substance allemande, mais le noyau de sa structure spirituelle restera toujours juive, parce que son sang, son corps, son type physique racial est juif. Ça pourrait être Hitler. Hein, c'est pas Hitler. C'est 25 ans avant Mein Kampf, Zell Jabotinsky, hein, donc un des pères du sionisme. Donc le sionisme s'est basé sur une conception racialiste, ethnique si vous voulez, mais très forte de l'identité juive. Je rappelle que Joachim Prinz, qui est un rabbin juif vivant en Allemagne en 1934, écrit dans Wir Juden, nous les Juifs, son approbation pour les rois raciales d'Hitler. Et il affirme dans ce livre et dans d'autres discours: nous voulons que l'assimilation soit remplacée par une nouvelle loi. Donc les Juifs sionistes sont contre l'assimilation. Hein, les Juifs sionistes sont contre l'assimilation. Nous voulons une nouvelle loi, la déclaration d'appartenance à la nation juive et à la race juive. Ils sont pour l'étoile jaune, pour l'obligation des Juifs de se déclarer comme Juifs. Un État fondé sur le principe de la pureté de la nation et de la race ne peut qu'être honoré et respecté par le Juif qui déclare son appartenance à son propre peuple. Donc nous respectons les lois raciales nazies. Hein. Nous sommes contents de vivre dans un pays qui défend l'identité raciale des Allemands et des Juifs. Et nous pouvons nous respecter
en tant que peuple affirmant leur identité et leur fierté raciale. Magnifique, hein, ou pas, ça dépend de quel point de vue. Hein. Car seul celui qui honore ses origines et son propre sang peut respecter et honorer la volonté nationale des autres nations. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que là on a un processus dialectique, parce que Joachim Prinz, qui est un sioniste allemand, et tout le mouvement sioniste allemand est pro-nazi, on peut le dire comme ça, il n'y a aucune hésitation, on peut le montrer, je le montre dans mon livre. Les sionistes allemands sont pro-nazis parce qu'ils sont favorables aux lois raciales. Et ils sont hostiles aux juifs assimilationnistes. Hein, ils sont hostiles aux juifs qui cherchent à devenir allemands. Pendant que les juifs américains, les sionistes américains sont anti-Hitler, anti-nazis. Vous voyez ? Donc là, on a encore un processus dialectique. On a des sionistes pro-nazis en Allemagne et des sionistes anti-nazis en Amérique. Et en Palestine, ils sont un peu les deux, parce que comme ils sont soumis à l'autorité de l'Angleterre, ils sont quand même, c'est le même réseau, Ben Gurion, c'est Charles Weizmann, c'est le réseau anglo-américain, mais en même temps, ils essayent de dealer avec Hitler pour recevoir ces juifs. Hein. Ils essayent, il y a des accords, les accords Hasvara, je crois, je ne parle pas hébreu, désolé, qui permettent aux juifs allemands d'émigrer en Palestine, etc. Donc eux, les sionistes de Palestine jouent sur les deux tableaux. Mais on a donc deux mouvements juifs totalement opposés, et que va-t-il se passer après la Seconde Guerre mondiale ? Eh bien, Joachim Prinz va devenir président de l'American Jewish Congress, qui est la même organisation qui a appelé au boycott et à la guerre économique contre l'Allemagne en 1933. Vous voyez ? Donc ça encore, c'est un magnifique processus dialectique. Vous avez deux mouvements opposés, sionistes pro-nazis, sionistes anti-nazis, mais évidemment, les nazis écrasés, tout le monde est anti-nazi. Et celui qui était pro-nazi n'a aucun problème pour devenir président de l'organisation qui était anti-nazi. Ça, c'est quand même incroyable. Hein. L'histoire de Joachim Prinz défie vraiment le bon sens. Tout ça s'explique par... pour expliquer ça, il faut comprendre ce qu'est la judéité, hein, qui est quelque chose qui est bien au-dessus, qui transcende en fait toutes ces dialectiques historiques. Alors je rappelle que Hitler écrivait dans Mein Kampf: « C'est l'un des tours de passe-passe les plus ingénieux au monde que d'avoir fait naviguer cet État sous l'étiquette de religion et de lui assurer ainsi la tolérance que l'arien est toujours prêt à accorder. » à la croyance religieuse. En réalité, la religion